Un monument de la diplomatie s'en est allé. Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, s'est éteint hier à l'âge de 80 ans. Depuis, les hommages se poursuivent à l'endroit de l'ancien lauréat du prix Nobel de la paix en 2001. Politique, diplomate, de nombreuses voix s'élèvent aussi en Suisse, pays avec lequel il avait noué une relation de longue date. La Genève internationale perd aujourd'hui l'un de ses fervents défenseurs, a tweeté le président de la Confédération suisse, Alain Berset, et de louer le visionnaire et un ami de la Suisse. Le chef de l'ONU à Genève, Michael Müller, a pour sa part déploré « L'humanité a perdu une importante voix morale et j'ai perdu un mentor, mon modèle et ami ». Et nous sommes en ligne depuis la Mauritanie avec un diplomate qui a bien connu Kofi Annan. Bonsoir Ahmedou Ould Abdellah, vous êtes fonctionnaire international et ancien envoyé spécial des Nations Unies. Alors les hommages se multiplient pour louer les qualités de Kofi Annan, homme de paix, sage, courageux et travailleur. Vous qui avez travaillé avec lui, notamment sur le dossier sensible du différend frontalier entre le Cameroun et le Nigeria concernant la presqu'île de Bakassi, que retenez-vous de lui? Quelle était sa marque de fabrique? Merci. C'est une occasion pour moi de présenter mes condoléances à un ancien collègue, d'abord, qui est devenu mon ami avant de devenir mon patron. Je retiens de lui quelque chose qui existe de moins en moins parmi les hauts responsables, c'est sa simplicité, sa modestie et sa sensibilité vis-à-vis de ses employés, disons, de ses collaborateurs, de ses collègues, qu'il appelait toujours collègues. Il avait aussi quelque chose dont on ne parle pas souvent. En plus de cette empathie, il avait beaucoup d'humour. Voilà les sentiments personnels que je garde de lui. Et sur le plan personnel, parce que vous avez mentionné Bakassi, et je travaillais avec lui sur d'autres plans, y compris le Sahel, c'est son approche. Je l'ai représenté donc de 2002 à 2006 sur les différends entre le Nigeria et le Cameroun, le lac Tchad, la frontière terrestre et surtout Bakassi, où grâce à l'efficacité de deux pays et je dois le dire de leurs présidents, Biya et Obasanjo, et l'influence de Kofi Annan, la crise et le règlement ont pu être faits en juin 2006 dans la banlieue de New York, quelques mois avant le départ de Kofi Annan à la fin de son deuxième mandat. Donc c'était un très grand plaisir de travailler avec lui sur ce plan et avec un ami et un patron aussi compréhensif. Monsieur Ould Abdellah, Kofi Annan a connu des succès en tant que négociateur. On peut citer la résolution de la crise post-électorale au Kenya, la réforme de l'ONU, la recherche de financements innovants pour le développement en Afrique. Mais il y a eu aussi des échecs et on pense alors au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Kofi Annan était à la tête des opérations de maintien de la paix à l'ONU et la communauté internationale n'a rien fait, on s'en souvient, pour stopper les massacres. Qu'est-ce que cela a changé chez Kofi Annan dans sa conception du rôle de l'ONU ? Oui, c'est une très bonne question et un bon point qu'on ne peut pas escamoter. Kofi Annan, en avril 1994, était effectivement le secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix. Le secrétaire général était Boutros Ghali et par pure coïncidence, j'étais le représentant spécial du secrétaire général au Burundi, donc un pays à côté. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que les questions de paix et de maintien de la paix sont gérées par les Nations Unies, mais dépendent essentiellement des décisions du Conseil de sécurité. Donc, les 5 membres permanents et les 10 États non permanents. Alors, ce qui s'est passé au Rwanda, et on ne fait pas l'histoire de cette question ici, c'est trop bref, c'est que le Conseil de sécurité était divisé, n'était pas d'accord. Le groupe africain lui-même n'était pas en accord et cherchait une solution africaine. Et pendant ce temps, la communauté internationale assistait impuissante à la tragédie qui est connue maintenant, donc le génocide des Tutsis au Rwanda. Mais honnêtement, je considère que la grande responsabilité
repose sur l'ensemble de la communauté internationale, les États membres, le Conseil de sécurité, mais aussi les États qui avaient des troupes qui voulaient les dégager, les désengager du Rwanda. Et Kofi Annan, sur ce plan, je termine, il disait que le secrétaire général était surtout SJ, scapegoat, le bouc émissaire. Donc, si vous voulez, dans la bureaucratie, on appelle le SJ, secrétaire général, mais ça veut dire, d'après lui, il le disait pour humour, et on le pense aussi, que c'était le bouc émissaire, le scapegoat. Et voilà ce que je peux dire. Et quelques années plus tard, comme vous le savez, en Irak, il a défendu le point de vue de non-intervention, sauf si le Conseil était unanime. Et c'est pourquoi le cours de l'histoire a pris une autre direction. Il n'y avait pas eu de décision du Conseil de sécurité sur l'Irak. Et brièvement, pour terminer, peut-on dire qu'il y ait un héritage politique ou moral de Kofi Annan, surtout concernant l'approche des problèmes africains ? Tout à fait. Et je suis content de cette question rapidement. Je retiens 3 points qui peuvent apparaître controversés, dont un ne l'est pas. Kofi insistait beaucoup sur l'importance de l'agriculture en Afrique. Donc, il parlait d'agriculture, d'une révolution agraire en Afrique. Il était très intéressé par le combat pour le sida, donc, qui est surtout connu en Afrique, et les liens publics-privés pour faire des investissements en Afrique. Alors, ce qu'on peut dire surtout, c'est la Cour pénale internationale et la responsabilité de protéger, R2P. Il pense qu'un gouvernement qui ne peut pas protéger sa population ou qui la massacre ne doit pas laisser les mains libres et la communauté internationale doit intervenir. Ce n'est pas la recolonisation, ce n'est pas l'ingérence, mais c'est le respect de la population. Et la Cour pénale internationale, il ne la voyait pas comme une ingérence. En Afrique, nous n'avons pas de veto au Conseil de sécurité, ni au Fonds monétaire, ni au et pourtant, nous sommes membres de ces États. Pour lui, la Cour pénale internationale, c'est la protection des citoyens africains sans défense contre d'éventuels dictateurs qui n'avaient aucun respect. Merci Ahmedou Ould Abdallah d'avoir répondu aux questions de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire international et ancien envoyé spécial des Nations Unies.